bonjour, nous espérons que vous avez passé un bon week-end. On est heureux de vous retrouver comme d'habitude, et il s'est passé des choses durant ce week-end, il s'est passé des choses aujourd'hui aussi. Euh, J'espère que Arnaud va pouvoir nous annoncer des bonnes nouvelles. Arnaud est toujours en direct de France. Je suis à mes côtés avec Igor et Nicolas. Nicolas, parce que il est parti aussi en France pour certaines réunions que nous avons aujourd'hui avec quelques personnes importantes là-bas. Mais Arnaud, est-ce que tu peux nous dire que s'est-il passé durant ce week-end aujourd'hui et y a-t-il des choses importantes que tu voudrais nous révéler aujourd'hui? Merci Président. Des choses importantes certainement, des bonnes nouvelles, j'en suis moins sûr. Quelques points tout d'abord sur l'économie. On a appris que la Banque centrale de Russie allait racheter des titres, des obligations d'État libellées en roubles, les fameuses OFZ. Ce sera une sorte de quantitative easing à la russe et en tout cas une forme de soutien majeur aux banques nationales. Quelques chiffres également. On a appris aujourd'hui que près de 40% du personnel de l'aéroport de Sheremetyevo a été mis au chômage partiel, ce qui n'est pas étonnant au vu de la réduction du trafic aérien. Par ailleurs, Oleg Deripaska, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, qui est donc, entre autres, le patron du groupe Rusal, mais également de l'énergéticien EN+, a annoncé des hausses de salaire générales de 10% pour l'ensemble de ses employés. Enfin, l'État russe a annoncé à partir de début avril une indexation des pensions de retraite de 8,6%. Que voit-on toujours dans le domaine économique? Un nouveau paquet de sanctions qui est à l'étude au sein de l'Union européenne, probablement en étroite coordination, encore une fois, avec les États-Unis. Ces nouvelles sanctions pourraient concerner le secteur énergétique. Il n'y a pas à ce stade de consensus sur ce à quoi ça pourrait ressembler. On sait que certains pays pressent pour que l'Union européenne suspende ses importations de pétrole. L'Allemagne a d'ores et déjà fait savoir que ce n'était pas possible. Il y a beaucoup d'autres États qui pensent la même chose. L'autre question est de savoir ce qui pourrait déclencher ce nouveau paquet qui marquerait une nouvelle étape dans l'escalade des sanctions contre sanctions. Certains analystes en Occident pensent que ce serait une éventuelle attaque chimique ou un siège de la capitale Kiev semblable à celui de Mariupol. Les Russes ne restent pas inactifs dans le domaine des contre-sanctions et précisément dans le domaine énergétique. Il y a quelques instants, le vice-premier ministre Alexandre Novak a indiqué que les autorités russes réfléchissaient à l'hypothèse d'un embargo sur les exportations d'uranium à destination des États-Unis. Les États-Unis importent pour environ 20% de leur combustible nucléaire de Russie. Enfin, un projet de loi, et là je vais faire la transition vers les nouvelles politiques, à la confluence de l'économie et de la politique, un projet de loi donc, a été déposé à la Douma d'État, un projet de loi qui porte sur une sortie de la Russie de l'Organisation mondiale du commerce. Nouvelle politique. Alors, la nouvelle du jour, évidemment, c'est une décision judiciaire. Meta, qui est qualifiée d'organisation terroriste et qui donc, avec pour conséquence interdiction à effet immédiat de Facebook et d'Instagram notamment. Il est précisé que WhatsApp n'est pas concerné par ces mesures et que l'utilisation par les citoyens russes des réseaux sociaux en cause n'entraînera pas de poursuite judiciaire. En tout cas, c'est ce qui a été dit aujourd'hui. Autre nouvelle politique, le quotidien Commerçante a publié un article ce matin dans lequel il était dit que était envisagée la suppression des élections des gouverneurs de région au suffrage universel direct. Le Kremlin a démenti à la mi-journée. Autres, je dirais, signaux ou autres annonces, plus que décisions.
Toujours dans le domaine législatif, des députés et des sénateurs du parti du pouvoir, Russie Unie, proposent que soit élargie la loi punissant de 15 années de détention la propagation de fausses nouvelles sur les forces armées, qui soit élargie à d'éventuelles autres institutions russes à l'étranger, comme les ambassades ou l'agence Rossatrodnichestva. Enfin, quelques petites notes là aussi d'ambiance. La combinaison jaune avec des incrustations bleues du nouvel équipage russe parti en fin de semaine dernière pour la station spatiale internationale a suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux en Russie. Et dans le même registre un petit peu sibyllin, il faut relever qu'Anatoly Chubais, qui, on s'en souvient, est l'un des symboles des années Yeltsin, figure de proue des libéraux systémiques qui ont été cooptés par le Kremlin au début des années 2000 et qui est aujourd'hui d'ailleurs représentant spécial du président russe pour le développement durable. Et bien, Anatoly Chubais a posté dans le même registre en fin de semaine dernière un message à l'occasion du 66e anniversaire d'Egor Gaïdar, feu le premier Premier ministre de la Russie post-soviétique, en disant « Il comprenait mieux les risques stratégiques que moi et j'avais tort ». Voilà en quelques mots ce qu'il faut retenir, à mon avis, de ces dernières heures en Russie dans le domaine économique et politique. Merci beaucoup, Arnaud. Juste une petite question sur Facebook. Tu peux dire pourquoi ils ont été considérés comme association terroriste ou Eh bien, parce qu'il y a quelques jours ou une semaine environ, il avait été précisé que Facebook ne censurerait pas les messages de haine ou d'appel au meurtre publiés contre les Russes en Ukraine. Voilà, c'est ça, si ma mémoire est bonne, ce qui a motivé le déclenchement de la procédure. Parfait, merci beaucoup. Igor, j'espère que tu vas nous annoncer de meilleures nouvelles qu'Arnaud. Non. D'ailleurs, Président, je pense qu'on devrait changer les rôles de temps en temps pour que je ne sois pas seulement le messager de mauvaises nouvelles. Tout d'abord, je voudrais revenir sur des négociations et sur l'état d'avancement de ces négociations. Donc, Vladimir Medinsky, qui est le chef de la délégation russe dans les négociations russo-ukrainiennes, qui ont maintenant, depuis plusieurs jours, lieu en ligne et non plus en présentiel. Tout d'abord, il a expliqué que sur le chapitre de la neutralité de l'Ukraine, c'est là qu'on constatait des convergences les plus fortes et que visiblement, en réalité, il n'y avait plus trop de problèmes sur cette histoire de la neutralité. Pour ce qui était de la démilitarisation de l'Ukraine, il estime que les Russes, les Ukrainiens sont à mi-parcours de trouver un accord, mais que c'est tout à fait faisable, que c'est tout à fait à portée de main. En revanche, en ce qui concerne la dénazification, il a qualifié d'étranges les discussions, puisqu'il a rapporté que pour les Ukrainiens, il n'y avait pas de problème, puisque vu de Kiev, il n'y a pas de nazis en Ukraine. Et que par conséquent, c'était un dialogue de sourds qui s'était institué et qui tournait un peu, qui ne menait nulle part. Aujourd'hui, il y a eu une rencontre au niveau des deux délégations officielles qui s'est tenue en ligne à la mi-journée, qui a duré 1h30, donc qui est probablement la rencontre la plus courte de toutes les rencontres qui ont eu lieu jusqu'à présent, mais étant entendu que les sous-groupes qui travaillent sur les différents blocs de questions, blocs humanitaires, sécurité, etc., eux se rencontrent tous les jours de manière, sans interruption, hein. Tant et si bien que cette rencontre plus courte était probablement une rencontre entre les délégations officielles pour faire un point, à mon avis, étant entendu qu'on n'a pas eu de déclaration, en tout cas à cette heure-ci, sur le contenu, ce qui est ressorti donc de ces pourparlers qui ont eu lieu à la mi-journée, qui ont duré environ 1h30. Sur le terrain, aujourd'hui, il y a 8 corridors humanitaires qui ont fonctionné entre Mariupol, dans la région de Mariupol, les régions de Lugansk et de Kiev. Alors, autour de ce dossier, quels sont les derniers développements en termes de contacts internationaux? Il y a eu des déclarations ce week-end du ministre turc des Affaires étrangères, la Turquie dont on sait qu'elle souhaite se poser comme médiateur dans cette crise.
Des remarques et des commentaires plutôt positifs, puisque selon lui, il y avait des rapprochements qu'on pouvait tout à fait constater dans les positions russes et ukrainiennes, et des rapprochements sur les questions importantes. C'est le ministre qui a employé ces termes. Mais selon lui, certains points de blocage devraient nécessiter une rencontre entre les présidents Poutine et Zelensky pour être levés. Or, on sait que jusqu'à présent, la condition posée par les Russes pour une rencontre, c'est que tout soit préparé en amont, que toutes les modalités aient déjà été réglées par les équipes techniques et par la délégation que j'évoquais auparavant, pour permettre finalement une rencontre qui aurait pour but, entre Poutine et Zelensky, d'approuver, de signer un accord de cessez-le-feu et un accord de paix. En tout cas, la diplomatie turque semble vouloir focaliser ses efforts sur l'organisation de cette hypothétique future rencontre et sur son accueil. L'autre médiateur dont on a déjà beaucoup parlé, c'est Israël. Il y a eu une déclaration à la mi-journée de Naftali Bennett qui, contrairement à ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères turc, était beaucoup plus pessimiste parce que lui soulignait plutôt toujours les grandes lacunes persistantes dans les positions russes et ukrainiennes. Alors à cet égard, Volodymyr Zelensky s'est adressé à la Knesset dimanche. Visiblement, c'est un discours qui n'a pas fait l'unanimité au Parlement israélien. Il a même eu tendance à polariser un petit peu les positions. Certains partis politiques ont reproché au président ukrainien le fait qu'il aurait eu tendance à instrumentaliser la mémoire de l'Holocauste pour essayer de trouver du soutien dans l'appareil politique israélien. Manifestement, ça n'a pas marché comme il l'aurait escompté. Il y a un troisième pays qui est sorti du bois, entre guillemets, pour essayer de se poser comme médiateur ce week-end, c'est la Suisse, qui, par la voix de son président, a fait savoir qu'elle était prête à accueillir une conférence pour la paix. La Suisse, dont on sait qu'elle a rejoint les sanctions européennes et qu'elle joue le jeu des sanctions désormais totalement, sans réserve. Et dont on sait que les entreprises suisses sont aussi, sous pression pour cesser ou suspendre des activités en Russie, et notamment entreprises comme Nestlé. Mais le président suisse a proposé cette rencontre, d'héberger cette rencontre, étant entendu que M. Zelensky a également fait une visioconférence à Berne qui était retranscrite sur un écran géant à Berne à l'occasion d'une manifestation en soutien à l'Ukraine. Alors, quelques rendez-vous importants cette semaine à surveiller. Tout d'abord, le président ukrainien va s'adresser en visioconférence à l'Assemblée nationale française ce mercredi. Et autre élément, le président Biden se rendra à Varsovie vendredi, sachant qu'il se déplacera en Europe pour le sommet de l'OTAN qui a lieu également cette semaine. L'Union européenne se réunira également au niveau des chefs d'État et de gouvernement cette semaine, de même qu'il y aura une réunion du G7 en marge de ces deux sommets de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc une semaine qui va être très riche, avec beaucoup de rendez-vous très importants. Merci beaucoup, Igor. Une première remarque, on nous dit qu'il y a souvent des micro-coupures de son et d'image lors de nos points quotidiens. On va vérifier ça. On va regarder notre connexion Internet et pour voir si on ne peut pas l'améliorer. Il y en a eu avec Arnaud là, mais Arnaud est en France et il a peut-être un problème d'Internet aussi. Mais on va vérifier notre connexion, n'est-ce pas? Une première question sur la sortie de la Russie de l'OMC. Quelles seraient les conséquences potentielles? Je sais, Arnaud. Très prématuré d'abord à ce stade parce qu'il s'agit d'un projet de loi déposé non pas par le parti du pouvoir mais par Russie Juste. Il y aurait évidemment des conséquences tarifaires, également tout le système de contentieux, mais ça mérite une analyse profonde. D'accord. On a deux questions alors, sur un problème que se posent les Français qui rentrent en Russie. On a eu la semaine dernière 3 Français qui, en passant la frontière, ont été interrogés par les autorités. Ça a duré 3 heures. Et il se trouve qu'on a à nouveau quelques Français qui, samedi soir, ont été
arrêtés pour les mêmes, enfin je dirais pas arrêtés, qui ont été interrogés pour les mêmes raisons par des autorités russes qui leur ont posé plein de questions sur leur venue en Russie, les raisons pour lesquelles ils étaient là, leur demandaient où ils habitaient, etc. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez nous faire part de vos expériences les uns et les autres, parce que pour l'instant, on a connaissance de quelques cas, et ce sont toujours des vols qui arrivaient de Belgrade à Sheremetyevo. Je ne sais pas si ce sont des cas isolés ou si ça devient quelque chose de récurrent. Donc, si vous pouvez nous dire sur le chat si ce sont des choses qui vous sont arrivées, pas nécessairement la peine de détailler effectivement de tout ce qu'on vous a demandé, mais au moins si ça vous est arrivé, et on va en référer ce qu'on a déjà fait dans un premier temps au consul de France, au consul général de France, Patrice Servanti, mais on le refera si effectivement ça concerne beaucoup de monde, et on va voir à demander aux autorités russes qu'ils nous laissent passer les frontières tranquillement. Donc, n'hésitez pas surtout à remonter tous les cas existants. Voilà, j'ai quelqu'un qui me dit retour parfait de Belgrade ce vendredi. Mais c'était nous samedi soir où il y a eu aussi des problèmes. Les virements bancaires depuis une banque française vers Rosbank sont-ils toujours possibles? Oui, tout dépend de la banque française. Donc, chaque banque, vous devez demander à la banque française s'ils acceptent de faire des virements vers la Russie ou non, parce que certaines banques françaises acceptent, d'autres non. Donc, il faut voir la banque avec laquelle vous travaillez. Toujours sur les retours, on nous dit retour parfait de Belgrade. C'est arrivé à quelqu'un pour un vol d'Istanbul, Perm. Alors je crois que lorsqu'on n'arrive pas à Moscou directement, effectivement, c'est des choses qui arrivent. Quelqu'un d'autre nous dit qu'il est arrivé à Vnukovo depuis Dubaï en 1 minute sans aucun mot. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui nous semble pour l'instant aléatoire, mais à vérifier. Savez-vous quelles banques françaises permettent des virements vers la Russie et quelles ne le permettent pas? Alors, c'est à vérifier avec chaque banque, et mieux que ça, n'est pas à vérifier auprès de votre conseiller. Enfin, vous pouvez demander à votre conseiller, mais faites attention que les conseillers dans les banques ne savent pas très bien quelle est la politique au niveau global. Pourquoi? Parce que vous avez un conseiller dans une banque à qui vous demandez puis-je faire un virement vers la Russie, il va vous dire immédiatement non parce que la Russie c'est sous sanction. Je rappelle, la Russie n'est pas sous sanction, ce sont certains individuels, seulement certaines sociétés, donc il est tout à fait légal de faire un virement vers la Russie. Maintenant, il y a des banques qui l'interdisent, comme le CIC, et je crois la BNP, d'autres qui, comme la Société Générale et je crois HSBC, l'autorisent, mais tout ça est à vérifier auprès de vos banques. Mais si votre conseiller vous dit non, demandez-lui de vérifier auprès de son état-major. Alors, une question pour Igor ou toi Arnaud, je ne sais pas. Est-ce que les réformes annoncées par le président kazakh Tokayev auraient un impact en Russie? Alors, tout dépend de quoi on parle. Quelle réforme on parle, oui, voilà. Ouais. S'il s'agit des déclarations assez générales mais assez marquantes qui avaient été faites à la mi-janvier lors de son discours au Parlement, évidemment, on peut y déceler une rupture par rapport à ce qui avait été fait précédemment, depuis l'indépendance. Et on voit assez facilement l'effet de contraste avec la Russie, en tout cas la Russie pré-24 février. Mais je ne suis pas certain de comprendre la question. Ben, je ne sais pas quelles sont les réformes annoncées par le président Tokayev, mais en tout cas, j'ai bien compris, la Russie ne va pas livrer de céréales au Kazakhstan, non? Il n'y a pas eu un ban? Jusqu'au 31 août, à ma connaissance. Ouais. Et on sait que ça crée des tensions
entre évidemment les pays membres de l'Union économique eurasiatique. Et pour quelle raison aurait-il fait cela? Disons que tout le monde, en ce moment en Russie, on essaie d'éviter les sorties de façon générale, que ce soit les devises ou le reste. Donc, mais je pense que ça sera reconsidéré. En tout cas, ça fait partie des sujets de discussion majeurs entre les États membres et spécifiquement entre la Russie et le Kazakhstan. Donc, je ne serais pas surpris si cette position évoluait spécifiquement au sein de l'Union économique eurasiatique. On nous parle des réformes constitutionnelles sur le rôle du président annoncées il y a quelques jours. Alors, d'accord, donc là, je comprends mieux. Où effectivement, il y a un affaiblissement des prérogatives du président qui ont été annoncées. Écoutez, les commentateurs, depuis 2019, font des parallèles entre la Russie et le Kazakhstan. Alors, les premiers parallèles, c'était sur la succession, sur la sortie de Nazarbayev, sur le scénario de transition. Bon, on a vu que ces parallèles n'étaient pas vraiment justifiés, c'est le moins qu'on puisse dire, même s'il est certain que les Russes tirent des enseignements de ce qui s'est fait. Je ne vois aucun lien, en tout cas aucune conséquence directe pour la Russie de ces décisions du président Tokayev. La Russie a, en 2020, entériné une réforme constitutionnelle qui va plutôt dans un sens inverse. Alors, rien n'est figé, bien sûr, mais si les choses doivent changer, ce ne sera certainement pas du fait des décisions du Kazakhstan. D'accord. Sur d'autres sujets, on nous demande, auriez-vous un pronostic pour une levée des restrictions de virement euro de la Russie vers la France? Alors ça, on n'aura aucun pronostic sur ce plan-là, tout dépendant de l'avancée des pourparlers entre les Russes et les Ukrainiens et ensuite de la volonté des Occidentaux de lever les sanctions. Donc ça peut être très rapide comme cela peut être très long et je suis à moitié normand, donc ma réponse me convient. Y aura-t-il des dispositions particulières pour aller voter cette année à l'ambassade? Non, il n'y a pas de disposition particulière. Sinon, le fait que si vous voulez faire une procuration, il faut le faire plutôt que trop tard. Donc, vous pouvez faire des procurations aujourd'hui ou demander une procuration. Chaque personne a le droit, chaque personne étant inscrite sur les listes électorales à Moscou, a le droit à 3 procurations. Alors, on nous dit pour information, les vols sont annulés avec la Russie pour raison principale, le refus des assureurs d'accorder leur garantie d'assurance pour ces liaisons. Donc, en fait, c'est par manque d'assurance que les vols sont annulés, mais que les vols avec la Turquie, Israël, Dubaï et le Qatar sont maintenus car ces pays accordent la garantie de l'État en lieu et place des assureurs. Ce qui voudrait donc dire qu'on aurait toujours ces vols devraient continuer, sauf s'il y avait un problème de maintenance avec les pièces détachées. Mais pour l'instant, les vols sont toujours maintenus. Eh bien, on n'a plus de questions. Alors, si on nous dit que quelqu'un se plaint du mauvais fonctionnement d'Internet à Moscou, a-t-on des informations similaires, à part qu'apparemment il y en a sur notre site, mais je n'ai pas entendu parler de problèmes particuliers à Moscou, donc je ne pense pas qu'il y ait un problème quelconque. Au-delà du sort de l'Ukraine, quel grand bouleversement de la géopolitique mondiale cette crise porte-t-elle en germe? Voilà, ça c'est une question piège. Une question piège. Et c'est une question très vaste. Mais je ne sais pas, Arnaud, tu veux dire quelques mots là-dessus ou... Non, c'est vraiment une question c'est une question extrêmement pertinente, mais à laquelle il est difficile de répondre à ce stade parce qu'on est en plein dans les événements. Je note pour le coup une vraie convergence entre les observateurs occidentaux, en tout cas français avec lesquels je peux discuter, et russes. Ils estiment qu'on est véritablement un moment charnière, un moment de rupture, et qu'évidemment, il n'y aura pas de retour à l'avant 24 février, ni même a fortiori à l'avant 2014. Alors après, l'amplitude
Et la durée de tout ça, c'est difficile à dire, mais on sent qu'il y a des grands basculements qui se jouent, un resserrement de l'Occident sous la coupe américaine d'ailleurs. Donc l'Occident va resserrer les rangs, c'est évident. Est-ce que l'Occident va pouvoir jouer un rôle similaire à celui qu'il a joué ces dernières années, ces dernières décennies? Probablement pas. En tout cas, l'autre analyse concerne une forme soit de basculement de la Russie vers le monde non occidental, avec des modalités différentes, soit un rapprochement plus affirmé avec la Chine, mais d'autres Russes estiment que le vecteur indien reste plus pertinent que jamais. Bon, en tout cas, il faut quand même s'attendre à une forme d'accroissement des processus qui étaient en cours depuis 2014, c'est-à-dire un détournement de la Russie de l'Occident, c'est-à-dire une Russie qui va regarder ailleurs, qui va faire des affaires ailleurs. Est-ce que ça signifie que tous les ponts seront rompus? Certainement pas, en tout cas je ne l'espère pas. Certainement pas dans le domaine économique. Dans le domaine politique, ça va être très tendu pendant longtemps. Il est un peu tôt pour faire l'état des lieux, mais cette tendance de fond va s'accentuer, c'est-à-dire un basculement de la Russie vers le monde non occidental. En tout cas, un intérêt et une activité beaucoup plus grande dans ces directions-là, directions qui sont nombreuses d'ailleurs. Ça va de l'Amérique latine jusqu'à l'Asie du Nord-Est. Et Arnaud, aussi, on assiste à un tel développement. Est-ce qu'on ne va pas assister à un développement d'un monde non pas multipolaire comme le souhaitait si bien Jacques Chirac, mais bipolaire entre l'Occident d'un côté et un monde non occidental de l'autre, et plutôt des forces qui s'affrontent qu'un dialogue entre les pays? Alors, des mondes qui s'affrontent, je le crains. Enfin, on voit bien que les tensions sont extrêmement fortes. Ça sera bloc contre bloc, mais le périmètre de ces blocs, hormis l'Occident, parce que là, on voit que c'est OTAN, Union européenne, qui sont pratiquement en voie de fusion, ou en tout cas de mutualisation de leurs fonctions respectives. Le reste, c'est pas très clair. Il y a plusieurs Suds, il y a plusieurs Asies, il y a l'Afrique, il y en a même plusieurs d'un point de vue politique. Bon, mais très clairement, c'est là que la Russie a essayé de regarder, d'amplifier ses coopérations politiques, économiques, dans la mesure du possible. Et on comprend bien que une Russie totalement coupée de l'Europe, il y a bien longtemps que ça ne s'est pas produit, plusieurs siècles. Est-ce que c'est à l'ordre du jour? Encore une fois, il faudra faire la part des choses entre le choc du moment, les émotions du moment, la tragédie en cours et ce qui durera quelques mois et ce qui durera des décennies. Et à ce stade, c'est difficile de le dire. Merci Arnaud. On a une question sur les vols directs. S'ils reprennent, combien de temps entre la décision et la réelle reprise? Alors ça, c'est extrêmement rapide. Donc, c'est une question d'heure pour faire voler des avions, puisqu'on les fait voler de toute façon. On assure leur maintenance, même s'ils ne volent pas. Donc, c'est rapide. On n'a plus de questions pour l'instant. Non, alors. Une question sur le train, pardon, j'ai oublié la question sur le train. On est toujours en train c'est le cas de le dire, on a demandé au RGD, donc les chemins de fer russes, et on voit avec le MID qui lui est d'accord. Le MID, c'est le ministère des Affaires étrangères russe, bien évidemment, pour ouvrir, mais le problème vient d'un décret russe qui a été fait par la Premier ministre, Madame Galikova, et il faut attendre que ce décret soit annulé, mais ça va prendre encore quelques temps, et j'espère que ça va être assez rapide. Je vous rappelle qu'on peut passer quand même la frontière en bus ou en voiture, mais pas à pied. Voilà. Pardon? À cheval, me dit-on, mais je ne le crois pas. Oui, alors on a une question dans la salle. Pour savoir dans quelle langue les Ukrainiens et les Russes négocient. Donc, dans quelle langue les Ukrainiens et les Russes négocient-ils? Je peux qu'imaginer qu'ils négocient a priori en russe. Je veux dire, c'est possible qu'il y ait des interlocuteurs ukrainiens qui maîtrisent mal ou pas suffisamment bien le russe, on ne peut pas l'exclure.
Mais intuitivement, je dirais qu'ils doivent négocier en russe. Ou qu'ils ne veulent pas parler russe, ce qui est plus vraisemblable. C'est pas qu'ils ne veulent pas parler russe, mais qu'ils le comprennent très bien. En tout cas, il n'y a pas d'interprète. En tout cas, sur les photos qu'on a vues au début, en tout cas, il n'y avait pas d'interprète, ce qui veut dire qu'a priori, ce n'est pas l'anglais. Je doute que tout le monde parle anglais dans la délégation. On nous demande si on a des contacts avec la Chambre de commerce française à Kiev. Non, mais la Chambre de commerce française à Kiev opère de France maintenant. Ils maintiennent les liens, bien évidemment, avec leurs membres. Ils font un certain nombre, je sais, de conférences. Ils ont je crois qu'ils ont une hotline, si j'ai bien compris, de façon, bien évidemment, à garder tous les liens possibles avec les entreprises françaises qui fonctionnent toujours en Russie, en Ukraine, excusez-moi, parce qu'il y en a qui fonctionnent toujours, et bien évidemment aider dans la mesure de possible les gens qui en ont besoin. Alors, un citoyen français peut-il travailler pour une société russe sous sanctions européennes et ou américaines? C'est une question juridique, ça. Mais quelqu'un a la réponse ici? Non. C'est une question juridique. On la note et on va essayer de vous y répondre la fois prochaine. Il y a des Français qui travaillent dans des sociétés sous sanction. Donc j'imagine que ça doit être faisable, mais je ne sais pas quelle est la limite de leurs compétences dans ce cas-là. Donc il faut regarder probablement ce qu'ils font. Nicolas, est-ce que tu as des choses? Y a-t-il des Français chez VTB? Je n'en sais rien. Il y a des Français. Il y a des Français chez VTB. Ouais. Bon. Qui travaillent toujours. Remarque concernant les transferts. Dans la pratique des institutions comme Euroclear ou Clearstream, ils bloquent les transferts de titres, par exemple de Alpha Capital vers l'Europe, même pour des résidents français, alors que techniquement, de tels transferts seraient possibles et hors sanction. C'est une remarque. Mais je crois qu'on ne peut plus avoir on peut plus prendre de titres, non? En tant qu'étranger. En bourse? Oui. Non. Ils ont rouvert la bourse aujourd'hui et ont interdit les résidents de vendre leurs actions en bourse. Donc, en rouvrant la bourse aujourd'hui, que s'est-il passé? Je crois que l'indice a dévissé, mais à l'ouverture, je crois que c'était 8 ou 9%, mais j'ai pas vraiment vu d'informations particulières sur cette première journée d'ouverture après plus de 2 semaines ou 3 semaines de fermeture, donc ce qui me fait dire qu'il n'y a pas eu de cataclysme. Mais les résidents étaient interdits, n'avaient pas le droit de vendre, de se défaire de leurs actions et de les vendre en bourse. D'accord. Nicolas. Voilà, donc pour vous, quelques mots sur le programme de la semaine. Nous vous rappelons que le 25 mars, donc vendredi prochain, à 10h, nous organisons un événement sur les sanctions. Alors le titre, c'est « Sanctions, quelles conséquences pour les entreprises étrangères et russes ?» Des experts répondront aux questions juridiques, logistiques et pratiques. Nous vous invitons à vous enregistrer à l'événement sur le calendrier du site internet de la Chambre, ccifr.ru. Également toujours notre canal Telegram. Pour rester informé de toutes nos actions, on vous invite à vous abonner au canal Telegram, CCI France Russie. Également la hotline. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions sur hotline@ccifr.ru. Nous répondrons à vos questions par mail ou lors des briefings. Nous vous attendons, écoutez, toute cette semaine à 17h30, heure de Moscou, avec le même lien pour le briefing quotidien. Merci. Alors, une dernière chose, c'est que je vous avais dit que nous allions organiser une réunion avec les Français qui sont restés en Russie. On va la mettre en place. On vous donnera une date prochainement.
mais on va organiser un espèce de petit cocktail de 2 heures pour que les gens puissent se voir, se retrouver, se connaître et puissent parler de leurs expériences. Mais on vous tiendra au courant dans le courant de la semaine. Ça sera a priori de toute façon pas avant la semaine prochaine. Et on vous expliquera comment cela va se passer. Mais l'inscription sera obligatoire. Mais on vous remercie. Merci de continuer à nous suivre. Merci pour vos messages d'encouragement. On en reçoit beaucoup. Et la CCIFR reste à vos côtés. Et merci et à demain. Au revoir. Au revoir.